Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour redécouvrir avec vous les fables de Jean de La Fontaine. Avant de commencer ma lecture, j'aimerais remercier Camille Koenig pour son implication et à la régie, Charles et Serge. Voilà, pendant ma lecture, n'hésitez pas comme d'habitude à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Voyage au bout de la nuit. Voilà, je reprends donc avec vous les fables Le singe et le chat. Bonne soirée. Bertrand avec Raton, l'un singe et l'autre chat, commensaux d'un logis, avaient un commun maître. D'animaux malfaisants, c'était un très bon plat. Ils n'y craignaient tous deux aucun, quel que pût être. Trouvait-on quelque chose au logis de gâté? L'on ne se prenait point aux gens du voisinage. Bertrand dérobait tout. Raton, de son côté, était moins attentif aux souris qu'au fromage. Un jour, au coin du feu, nos deux maîtres fripons regardaient rôtir des marrons. Les escroquer était une très bonne affaire. Nos galants y voyaient double profit à faire. Leur bien premièrement, et puis le mal d'autrui. Bertrand dit à Raton, « Frère, il faut aujourd'hui que tu fasses un coup de maître. Tire-moi ces marrons, si Dieu m'avait fait naître, propre à tirer marrons de feu, certes marrons, verrait beau jeu. » Aussitôt fait que dit, Raton avec sa patte, d'une manière délicate, écarte un peu la cendre et retire les doigts. Puis les reporte à plusieurs fois. Tire un marron, puis deux, et puis trois en escroque. Et cependant, Bertrand les croque. Une servante vient. Adieu mes gens. Raton n'était pas content, se dit-on. Aussi, ne le sont pas la plupart de ces princes qui, flattés d'un pareil emploi, vont s'échauder en des provinces pour le profit de quelques rois. Le berger et son troupeau. Quoi? Toujours il me manquera quelqu'un de ce peuple imbécile. Toujours le loup en gobera. J'ai beau les compter, ils étaient plus de 1000. Et m'ont laissé ravir notre pauvre Robin, Robin Mouton qui par la ville me suivait pour un peu de pain et qui m'aurait suivi jusqu'au bout du monde. Hélas, de ma musette, il entendit le son. Il me sentait venir de 100 pas à la ronde. Ah, le pauvre Robin Mouton! Quand Guyot eut fini cette oraison funèbre et rendit de Robin la mémoire célèbre, il harangua tout le troupeau. Les chefs, la multitude et jusqu'au moindre agneau, les conjurant de tenir ferme. Cela seul suffirait pour écarter les loups. Foi de peuple d'honneur, ils lui promirent tout. De ne bouger non plus qu'un terme. Nous voulons, dirent-ils, étouffer le glouton qui nous a pris Robin Mouton. Chacun en répond sur sa tête. Guyot les crut et leur fit tête. Cependant, devant qu'il fût nuit, il arriva nouvel encombre. Un loup parut, tout le troupeau s'enfuit. Ce n'était pas un loup, ce n'en était que l'ombre. Harangués de méchants soldats, ils promettront de faire rage. Mais au moindre danger, adieu tout leur courage. Votre exemple et vos cris ne les retiendront pas. Livre 10e. L'homme et la couleuvre. Un homme vit une couleuvre. Ah, méchante, dit-il, je m'en vais faire une œuvre agréable à tout l'univers. À ces mots, l'animal pervers, c'est le serpent que je veux dire et non l'homme, on pourrait aisément s'y tromper. À ces mots, le serpent se laissant attraper, est pris, mis en un sac, et ce qui fut le pire, on résolut sa mort.
fit-il coupable ou non, afin de le payer toutefois de raison. L'autre lui fit cette harangue. Symbole des ingrats, être bon en méchant, c'est être sot. Meurs donc. Ta colère et tes dents ne me nuiront jamais. Le serpent, en sa langue, reprit du mieux qu'il put. S'il fallait condamner tous les ingrats qui sont au monde, à qui pourrait-on pardonner? Toi-même, tu te fais ton procès. Je me fonde sur tes propres leçons. Jette les yeux sur toi. Mes jours sont en tes mains. Tranche-les. Ta justice, c'est ton utilité, ton plaisir, ton caprice. Selon ces lois, condamne-moi. Mais trouve bon qu'avec franchise, en mourant au moins je te dise que le symbole des ingrats, ce n'est point le serpent, c'est l'homme. Ces paroles firent arrêter l'autre. Il recula d'un pas. Enfin, il repartit. Tes raisons sont frivoles. Je pourrais décider, car ce droit m'appartient. Mais rapportons-nous-en. Soit fait, dit le reptile. Une vache était là. L'on rappelle, elle vient. Le cas est proposé. C'était une chose facile. Fallait-il pour cela, dit-elle, m'appeler? La couleuvre a raison. Pourquoi dissimuler? Je nourris celui-ci depuis longues années. Il n'a sans mes bienfaits passé nulle journée. Tout n'est que pour lui seul. Mon lait et mes enfants le font à la maison revenir les mains pleines. Même j'ai rétabli sa santé que les ans avaient altérée, et mes peines ont pour but son plaisir ainsi que son besoin. Enfin, me voilà vieille. Il me laisse en un coin sans herbe. S'il voulait encore me laisser paître. Mais je suis attachée, et si j'eusse eu pour maître un serpent, eût-il su jamais pousser si loin l'ingratitude? Adieu, j'ai dit ce que je pense. L'homme, tout étonné d'une telle sentence, dit au serpent, faut-il croire ce qu'elle dit? C'est une radoteuse, elle a perdu l'esprit. Croyons de bœuf, croyons, dit la rampance bête. Ainsi dit, ainsi fait, le bœuf vient à pas lents. Quand il est ruminé, tout le cas en sa tête. Il dit que du labeur des ans, pour nous seuls il portait les soins les plus pesants. Parcourir sans cesser ce long cercle de peine, qui revenant sur soi, ramener dans nos plaines, ce que Cérès nous donne et vend aux animaux, que cette suite de travaux pour récompense avait, de tout temps que nous sommes, fort coup, peu de gré, puis quand il était vieux, on croyait l'honorer chaque fois que les hommes achetaient de son sang l'indulgence des dieux. Ainsi parla le bœuf. L'homme dit, faisons taire cet entué déclamateur. Il cherche de grands mots et vient ici se faire, au lieu d'arbitre accusateur. Je le récuse aussi. L'arbre étant pris pour juge, ce fut bien pis encore. Il servait de refuge contre le chaud, la pluie et la fureur des vents. Pour nous seuls, il ornait les jardins et les champs. L'ombrage n'était pas le seul bien qu'il sut faire. Il courbait tous les fruits. Cependant, pour salaire, un rustre l'abattait, c'était là son loyer. Quoique pendant tout l'an libéral, il nous donne, ou des fleurs au printemps, ou du fruit en automne. L'ombre l'été, l'hiver les plaisirs du foyer. Que ne les mondait pas sans prendre la cognée. De son tempérament, il eût encore vécu. L'homme trouvant mauvais que l'on eût convaincu, voulut à toute force avoir cause gagnée. Je suis bien bon, dit-il, d'écouter ces gens-là. Du sac et du serpent aussitôt il donna. Contre les murs, tant qu'il tua la bête, on en use ainsi chez les grands. La raison les offense. Ils se mettent en tête que tout est né pour eux, quadrupèdes et gens, et serpents. Si quelqu'un desserre les dents,
C'est un sot. J'en conviens. Mais que faut-il donc faire? Parler de loin ou bien se taire? La tortue et les 2 canards. Une tortue était, à la tête légère, qui, lasse de son trou, voulut voir le pays. Volontiers, on fait cas d'une terre étrangère, volontiers gens boiteux haïssent le logis. 2 canards, à qui la commère communiqua ce beau dessein, lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin? Nous vous voiturerons par l'air en Amérique. Vous verrez maintes républiques, maintes royaumes, maintes peuples, et vous profiterez des différents mœurs que vous remarquez. Ulysse en fit autant. On ne s'attendait guère de voir Ulysse en cette affaire. La tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule en travers, on lui passe un bâton. Serrez bien, dirent-ils, gardez de lâcher prise. Puis chaque canard prend ce bâton par un bout. La tortue enlevée, on s'étonne partout. De voir aller en cette guise l'animal lent et sa maison. Justement, au milieu de l'un et l'autre oison, miracle, criait-on. Venez voir dans les rues passer la reine des tortues. La reine? Vraiment oui, je la suis en effet. Ne vous en moquez point. Elle eût beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose. Car lâchant le bâton, en desserrant les dents, elle tombe, elle crève aux pieds des regardants. Son indiscrétion de sa perte fut cause. Imprudence, babile et sotte vanité. Et vaine curiosité ont ensemble étroit parentage. Ce sont enfants tous d'un lignage. L'enfouisseur et son compère. Un pince-maille avait tant amassé qu'il ne savait où loger sa finance. L'avarice, compagne et sœur de l'ignorance, le rendait fort embarrassé dans le choix d'un dépositaire, car il en voulait un, et voici sa raison. L'objet tente, il faudra que ce monceau s'altère, si je le laisse à la maison. Moi-même de mon bien, je serai le larron. Le larron? Quoi? Jouir, c'est se voler soi-même. Mon ami, j'ai pitié de ton erreur extrême. Apprends de moi cette leçon. Le bien n'est bien qu'en tant que l'on peut s'en dé... Le bien n'est bien qu'en tant que l'on s'en peut défaire. Sans cela, c'est un mal. Veux-tu le réserver pour un âge et des temps qui n'en ont plus que faire? La peine d'acquérir, le soin de conserver. Ôte le prix de l'or qu'on croit si nécessaire pour se décharger d'un tel soin. Notre homme eût pu trouver des gens sûrs au besoin. Il aima mieux la terre et prenant son compère, celui-ci l'aide, ils vont enfouir le trésor. Au bout de quelque temps, l'homme va voir son or. Il ne retrouva que le gîte. Soupçonnant à bon droit le compère, il va vite lui dire « Apprêtez-vous, car il me reste encore quelques deniers. Je veux les joindre à l'autre masse. » Le compère aussitôt va remettre en sa place l'argent volé, prétendant bien tout reprendre à la fois, sans qu'il n'y manque à rien. Mais pour ce coup, l'autre fut sage. Il retint tout chez lui, résolu de jouir. Plus n'entasser, plus d'enfouir. Et le pauvre voleur, ne trouvant plus son sage, pensa, tomber de sa hauteur, il n'est pas malaisé de tromper un trompeur.
le loup et les bergers. Un loup rempli d'humanité, s'il en est de tels dans le monde, fit un jour sur sa cruauté, quoiqu'il ne l'exerçât que par nécessité, une réflexion profonde. « Je suis haï, dit-il, et de qui ? De chacun. Le loup est l'ennemi commun. Chiens, chasseurs, villageois s'assemblent pour sa perte. Jupiter est là-haut étourdi de leurs cris. C'est par là que de loups l'Angleterre est déserte. On y mit notre tête à prix. Il n'est au bureau qui ne fasse contre nous tel banc publié. Il n'est marmot osant crier que du loup aussitôt sa mère ne menace. Le tout pour un âne rogneux, pour un mouton pourri, pour quelques chiens hargneux, donc j'aurais passé mon envie. Eh bien, ne mangeons plus de choses ayant eu vie. Paissons l'herbe, broutons, mourons de faim plutôt. Est-ce une chose si cruelle ? Vaut-il mieux s'attirer la haine universelle ? Disant ces mots, il vit des bergers pour leur rot, mangeant un agneau cuit en broche. Oh, oh, dit-il, je me reproche le sang de cette gent. Voilà ces gardiens, s'en repaissant eux et leurs chiens. Et moi, loup, j'en ferai scrupule. Non, par tous les dieux, non, je serai ridicule. Thibaut l'agneau-là passera, sans qu'à la broche je le mette. Et non seulement lui, mais la mère qu'il tette, et le père qui l'engendra. Ce loup avait raison. Est-il dit qu'on nous voit faire festin de toute proie ? Manger les animaux, et nous les réduirons au mets de l'âge d'or, autant que nous pourrons. Ils n'auront ni crocs, ni marmites. Berger, berger, le loup n'a tort que quand il n'est pas le plus fort. Voulez-vous qu'il vive en ermite ? L'araignée et l'hirondelle. Ô Jupiter qui sue de ton cerveau, par un secret d'accouchement nouveau, tiré Pallas, jadis mon ennemi, entends ma plainte une fois en ta vie. Progné me vient enlever les morceaux, caracolant, frisant l'air et les eaux. Elle me prend mes mouches à ma porte, mienne je puis lui dire, et mon réseau en serait plein sans ce maudit oiseau. Je l'ai tissu de manière assez forte. Ainsi, d'un discours insolent, se plaignait l'araignée autrefois tapissière, et qui lors était filandière. Prétendait enlacer tout insecte volant, la sœur de Philomèle, attentive à sa proie, malgré le bestion happé mouche en l'air. Pour ses petits, pour elle, impitoyable joie, que ses enfants gloutons, d'un bec toujours ouvert, d'un ton demi-formé, bégayante couvée, demandée par des cris encore mal entendus. La pauvre aragne, n'ayant plus que la tête et les pieds artisans superflus, se vit elle-même enlevée. L'hirondelle, en passant, emporta toile et tout, et l'animal pendant au bout. Jupin pour chaque état mit 2 tables au monde, l'adroit, le vigilant et le fort sont assis. À la première, et les petits mangent le reste à la seconde. C'est ainsi que se termine ma lecture des fables de Jean de La Fontaine. J'espère que vous avez apprécié cette lecture et je vous souhaite une bonne nuit si vous allez vous coucher, une bonne journée si vous vous levez. À bientôt pour d'autres romans dans Voyage au bout de la nuit. Bonne soirée.